Bonjour à tous, place dans un instant à une audition consacrée à l'AFPA, l'association de formation professionnelle des adultes. C'est le premier organisme de formation professionnelle en France. En 2012, l'AFPA a appelé l'État à la rescousse. L'association était en crise. Au cœur de ses problèmes, la trésorerie, elle était au bord de la cessation de paiement. Il faut dire qu'elle avait pâti de la réforme de 2009 qui avait ouvert à la concurrence la formation professionnelle des chômeurs. Jusque-là, l'AFPA vivait des subventions de l'État. À partir de cette date, elle a dû répondre à des appels d'offres et donc être soumise à la concurrence. Par ailleurs, il y a eu de nombreux problèmes de gestion. Tout de suite, donc, retour à cette audition qui a eu lieu le 21 janvier au Sénat, consacrée aux conclusions de l'enquête que la Cour des comptes a menée sur l'AFPA. Mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons démarrer les travaux de notre commission, puisque cet après-midi, nous sommes réunis pour assister à la présentation donc, de l'enquête réalisée par la Cour des comptes à la demande du Sénat sur l'Association pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA. Cette enquête résulte d'une saisine commune de la Commission des affaires sociales et de la Commission des finances. Nos deux collègues rapporteurs devaient nous rejoindre des finances, mais ils vont peut-être se joindre à nous dans un instant. Nous avons le rapporteur de la Commission des affaires sociales, Claude Jeanneret, qui est présent, ce qui, ma foi, pour la présidente de la Commission des affaires sociales, est le plus important. L'enquête, donc, a été confiée à la 5e chambre de la Cour des comptes et va nous être présentée par sa présidente, Madame Anne Froment-Meurice, que je remercie de sa présence. Elle est accompagnée de Monsieur Pascal Duchadeuil, de Monsieur Michel Davy de Vireville, et de Madame Sylvie Espard, tous les trois conseillers maîtres à la Cour des comptes. Il m'a semblé utile, pour compléter cette présentation, de convier également à cette audition les représentants de l'AFPA et ceux de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Cette dernière n'est pas la seule administration impliquée dans les différentes problématiques abordées par l'enquête, mais elle est sans doute la plus en prise avec les missions confiées à l'AFPA. Monsieur Yves Barou, président de l'AFPA, devait être parmi nous, mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent. Je lui souhaite de bien se rétablir. L'AFPA est donc représentée par Monsieur Hervé Estampe, directeur général. La DGEFP est quant à elle représentée par Monsieur Christophe Strassel, adjoint à la déléguée générale, et Monsieur Jean-Marc Huard. Ah non, pardon, et j'ai une dame, excusez-moi madame. Madame Gianni, excusez-moi vraiment. Et du coup, vous êtes chef de la mission. Voilà, j'avais Monsieur Jean-Marc Huard, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle, mais visiblement, il n'est pas parmi nous. Je voudrais rappeler qu'il y a un peu plus d'1 an et demi, l'annonce de graves difficultés financières et la démission du président de l'AFPA ont été le point d'orgue d'une situation particulièrement préoccupante que nous sommes ici nombreuses et nombreux à avoir déplorée depuis quelques années déjà. Le 10 octobre 2012, le nouveau président de l'AFPA, donc M. Yves Barou, était venu devant notre commission présenter un premier diagnostic et esquisser les axes d'un plan de refondation, tel qu'il nous l'avait indiqué, destiné, avec le soutien de l'État, à replacer l'association sur une trajectoire viable et à préserver les compétences et les savoir-faire qu'elle met de longue date au service de la formation professionnelle. J'ai souhaité que la Cour des comptes puisse nous éclairer sur les raisons qui ont conduit à cette situation. J'ai le sentiment que l'AFPA a été déstabilisée par la réforme qui lui a été imposée en 2009 et dans laquelle elle a dû s'engager sans y être véritablement préparée. À cela peut-être, mais la Cour des comptes nous en dira sans doute un peu plus, s'ajoutent des mesures de gestion qui n'étaient pas complètement opportunes. Il est intéressant pour notre commission que cette enquête soit publiée à ce moment même, alors que va très prochainement commencer l'examen du projet de loi sur la formation professionnelle. Celui-ci devrait d'ailleurs comporter une disposition relative aux emprises immobilières utilisées par l'AFPA. Je vais sans plus attendre passer la parole à Madame Froment-Meurice pour la présentation de l'enquête. Je demanderai ensuite
à messieurs Estampe et Strassel, et non du coup monsieur Strassel, donc de brièvement faire part de leurs observations. Nous ouvrirons ensuite le débat avec les sénateurs. Je précise que notre audition est ouverte à la presse et fait l'objet d'une captation vidéo en vue de sa diffusion sur le site internet du Sénat. Et je signale du coup l'arrivée du rapporteur monsieur Patria, que j'ai annoncé il y a un instant et qui nous rejoint. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis donc entourée, vous l'avez dit tout à l'heure, par le rapporteur Sylvie Espard et le contre-rapporteur de cette enquête, qui est Michel David-Virville, et par le président de la section, qui est compétente dans les domaines de la formation professionnelle. Alors, cette enquête sur l'AFPA, elle s'est déroulée au premier semestre 2013. Vous l'avez rappelé, à la demande des deux présidents des commissions des affaires sociales et des commissions des finances du Sénat. Et elle est intervenue dans une période de grand bouleversement pour l'association, puisque, à la suite de la nette détérioration de la situation financière de l'AFPA en 2012, cela a entraîné la démission de son président et de son directeur général. Un nouveau président a été nommé en juin 2012, un nouveau directeur général, il est arrivé en janvier 2013, et les équipes de direction ont été profondément renouvelées, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, donc pendant que la Cour, au fond, faisait son enquête. À son arrivée, le président de l'AFPA a élaboré un plan de refondation pour la période 2013-2017 dans un triple objectif: transformer le modèle pédagogique, développer l'activité de l'association et puis redresser la situation financière. Parallèlement, l'association a sollicité l'expertise du comité interministériel de restructuration industrielle qui assure la conciliation entre les acteurs publics et les acteurs privés afin d'intervenir auprès des banques et auprès de la Caisse des dépôts. Le champ des investigations de la Cour a été arrêté lors d'échanges avec la Commission des affaires sociales du Sénat et bien sûr en tenant compte de ce contexte très particulier que je viens de rappeler. 4 axes d'analyse ont été retenus: l'organisation et la gouvernance de l'AFPA, l'action de l'AFPA pour former les demandeurs d'emploi, et cette analyse, elle a été conduite plus particulièrement dans 3 régions, Champagne-Ardenne, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. Ensuite, la gestion et la situation financière de l'association et enfin la problématique immobilière. Je vais revenir très brièvement sur chacun de ces 4 axes d'analyse pour vous présenter les principaux constats de la Cour. Sur l'organisation et la gouvernance de l'AFPA, depuis 2009, l'association a perdu son statut d'opérateur de l'État et au fond, elle doit se positionner comme un acteur parmi d'autres sur le marché de la formation professionnelle, dont elle représente un peu plus de 5% du chiffre d'affaires total. En dépit de cette évolution, les statuts et la gouvernance de l'association restent marqués par une présence forte de l'État, dont la stratégie vis-à-vis de l'AFPA nous a paru devoir être clarifiée. Parallèlement, l'AFPA, qui est désormais soumise au droit de la concurrence et qui doit adapter son organisation et son offre de formation à ses nouveaux clients, et en particulier aux exigences des conseils régionaux, a tardé à se conformer, à s'adapter au nouveau cadre concurrentiel qui s'imposait à elle. Le plan d'entreprise 2004-2009 n'a pas atteint ses objectifs de réduction des effectifs, le plan de départ volontaire et de mobilité géographique n'ayant pas pu être mené à son terme dans un climat social particulièrement difficile. Quant au plan stratégique qui a suivi, qui était prévu pour 2010-2014, il reposait sur des choix de gestion et d'organisation qui se sont révélés assez rapidement inadaptés et il a dû être interrompu en 2012. En particulier, la stratégie de l'AFPA a tardé
à intégrer le rôle des régions dans la formation professionnelle et surtout aussi son organisation territoriale n'a pas suffisamment évolué. Au final, entre 2007 et 2012, l'AFPA a perdu près de 24% de ses stagiaires et plus du tiers de ses stagiaires demandeurs d'emploi qui constituaient pourtant son public prioritaire. Le plan de refondation adopté en 2012 constitue ainsi une dernière chance pour l'organisme. Il renforce le positionnement de l'ingénierie au plan national comme au plan régional pour qu'elle irrigue l'ensemble du réseau et il abandonne les structures interrégionales et les campus qui avaient été initiés par le plan précédent pour revenir à une organisation régionale renforcée et mieux à même de répondre sur le terrain aux demandes des collectivités et de Pôle emploi. Les constats principaux sur la formation des demandeurs d'emploi. L'AFPA se définit traditionnellement comme l'opérateur de référence de la formation des demandeurs d'emploi. Et de fait, l'association se révèle relativement performante dans ce domaine, puisque plus de la moitié des stagiaires demandeurs d'emploi ayant obtenu un titre professionnel sont 6 mois après la fin de leur formation en situation d'emploi. Cependant, force est de constater que la place de l'AFPA sur le marché de la formation des demandeurs d'emploi n'est pas à la hauteur de ses possibilités, puisqu'elle n'obtient que 22% des financements disponibles pour former les demandeurs d'emploi. Cette faible compétitivité s'explique notamment par l'adaptation tardive de l'offre de l'AFPA à la commande publique régionale, je l'ai déjà mentionné, et qui est notamment illustrée par l'absence systématique d'analyse de marché. Il y a aussi des critiques qui sont formulées par les stagiaires et par les financeurs sur le déroulement des formations dispensées et qui pèsent sur le positionnement de l'AFPA. Elles mettent notamment en évidence l'indisponibilité des matériels pédagogiques et l'absence fréquente des formateurs qui peut résulter de l'organisation actuelle des stages qui est très fragilisée par le fait qu'il y a un formateur unique par formation. Sur la gestion et la situation financière de l'association, la conjugaison des difficultés d'adaptation de l'AFPA et de ses erreurs stratégiques successives a eu une incidence directe sur sa situation financière. L'association a enregistré une perte de près de 92 millions d'euros en 2012, ce qui représente près de 10% de son chiffre d'affaires, et elle a dû bénéficier d'une aide de l'État sous forme d'obligations associatives de 110 millions d'euros qui ont été versées en juin 2013. Aujourd'hui, la situation économique et financière de l'AFPA reste très fragile. Le plan de refondation se fonde sur des hypothèses très ambitieuses, tant pour le financement attendu des organismes institutionnels et paritaires que pour les formations qui sont commandées. Et les prévisions de résultats établies au 30 octobre 2013, c'est-à-dire un peu avant que nous remettions notre rapport au Sénat, ces prévisions montraient que les objectifs fixés pour 2013 ne seraient probablement pas atteints et qu'une perte probable d'environ 38 millions d'euros devait être envisagée. La Cour a mis en exergue dans cette partie sur la gestion et la situation financière de l'AFPA des voies d'amélioration interne, des progrès qui existent, qui demeurent en complément du soutien des pouvoirs publics et des banques, et aussi dans la ligne des efforts que fait elle-même l'association. Ces voies d'amélioration, elles concernent la réduction des effectifs du siège, elles concernent la révision des rémunérations et des avantages qui y sont liés,
Elle concerne aussi le renforcement de la mobilité des personnels, en particulier des formateurs. Et là, c'est un constat qui est tout de même très singulier, parce qu'il faut savoir que les formateurs à l'association ne représentent que moins de la moitié des effectifs. Et puis également, les retards de facturation et l'absence de gestion des stocks appellent des mesures correctrices. Enfin, sur le dernier axe d'analyse de la Cour, les implantations immobilières, l'AFPA occupe en grande partie un patrimoine de l'État qui a été mis à sa disposition de très longue date dans le cadre de baux avantageux qui n'ont jamais été révisés. Ce patrimoine n'est pas convenablement répertorié et il est souvent mal entretenu. Son transfert à l'association avait été décidé par la loi d'août 2009 sur la formation professionnelle, mais il a été remis en question à la suite d'une censure du Conseil constitutionnel qui a considéré qu'il s'agit de biens publics protégés, même si ce que nous avons constaté, l'intégralité de ce patrimoine immobilier dont l'association assure la gestion est constatée à l'actif de son bilan. Alors, de très nombreux avis ont été rendus au sujet de la dévolution des biens de l'État et ils convergent tous vers la solution de baux emphytéotiques administratifs dont les modalités de mise en œuvre, cependant, sont apparues à la Cour comme très floues et faisant l'objet, au moment où nous terminions notre rapport, de désaccords entre l'association et France Domaine. Et ces incertitudes entraînent des conséquences très défavorables sur la gestion de l'AFPA et sur son financement, puisque ces baux sont prévus comme étant des garanties bancaires du plan de refondation et que l'expérimentation d'un partenariat avec la société Adoma pour l'hébergement des stagiaires repose lui aussi sur la signature de ces baux. Concernant les implantations de l'AFPA, la rationalisation reste complètement inachevée, qu'il s'agisse de la rationalisation sur les territoires ou bien sur le siège, concernant le siège et les centres de formation en Île-de-France. Alors, face à ce bilan critique et au constat d'une situation financière fragile, la Cour, dans son rapport, formule 12 recommandations qui portent sur l'ensemble des champs d'analyse que je viens de brièvement résumer et que l'on peut regrouper au fond sous 3 orientations prioritaires pour la Cour. Elle appelle d'abord l'État à clarifier sa stratégie vis-à-vis de l'AFPA, dont la situation est actuellement très ambiguë, puisque les garanties financières que l'État lui apporte pour soutenir sa négociation avec les établissements bancaires impliquent en effet un interventionnisme plus important dans la gestion de l'association, qui est pourtant désormais, je l'ai rappelé tout à l'heure, un organisme de formation banalisé, soumis aux règles de la concurrence. La Cour préconise par ailleurs d'adapter l'organisation des stages, qui est fragilisée, je l'ai signalé, fragilisée aujourd'hui par le fait qu'il y a un formateur unique par formation. Elle préconise également de systématiser la production d'analyses de marché nationales et régionales. Et enfin, et surtout aussi, elle insiste sur la poursuite du processus de négociation sur le maillage territorial, sans que la contrainte d'aménagement du territoire prévale, ce qui a été longtemps le cas, sans que cette contrainte prévale sur la rationalisation absolument indispensable du patrimoine immobilier de l'AFPA. Voilà, Madame la Présidente, très brièvement résumé les constats de la Cour et bien sûr mes collègues et moi-même nous tenons à la disposition de la Commission pour répondre à vos questions. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais peut-être donner la parole à Monsieur Estampe et puis ensuite, évidemment, j'ouvrirai.
Et à M. Strassel également. Oui, de la DGFP. Monsieur Estampe. Madame la Présidente, merci. Mesdames et messieurs, ce contrôle de la Cour des comptes effectivement a débouché sur le rapport qui vient d'être commenté par Madame la Présidente Froment-Meurice. Nous n'avons pas, bien évidemment, de réserve ni de contradiction à ce stade, étant donné que la procédure a permis de pouvoir, au contradictoire, communiquer nos observations et en plus, nous avons eu le privilège de nous faire entendre, donc ce qui veut dire que nous n'avons bien entendu pas de complément à apporter. Je me permets de revenir sur la problématique de l'AFPA aujourd'hui, la réalité de sa situation, car ce sont peut-être des éléments d'actualité qui pourraient vous être utiles dans la bonne compréhension de la situation du moment. Comme l'a rappelé Madame la Présidente, j'ai été nommé il y a 1 an, donc le 2 janvier. Donc les priorités court terme étaient, d'assurer le financement du plan de refondation. Donc l'État y a pris une grande part dès le début janvier, mais pas uniquement, étant donné qu'il ne couvre environ que la moitié du financement. Il a fallu après avoir des interventions de banquiers privés, la BNP, Société Générale, pour qu'ils complètent ce tour de table. La deuxième priorité était d'apaiser le climat social. L'AFPA était dans un état social et de dialogue social particulièrement délabré, et où donc il a fallu renouer les fils du dialogue social et remobiliser l'entreprise, car c'est une entreprise, même si elle a un statut associatif, c'est un ensemble d'hommes et de femmes tendus vers un objectif commun, c'est une entreprise, et donc il a fallu les remobiliser. La troisième priorité a été de rénover notre offre, qui est une offre qui était assez datée, relativement calée sur les titres professionnels du ministère, ce qui n'est pas un défaut en tant que tel, mais qui est relativement peu souple et trop longue pour pouvoir répondre à d'autres besoins, notamment ceux émanant des entreprises. Comme il a été rappelé, une autre priorité était l'immobilier. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que ces sujets sont encore pendants. Et surtout, il a fallu réorganiser l'entreprise. Il faut bien comprendre que l'AFPA a toujours vécu sous subvention, et donc ne serait-ce que l'acte de facturer, recouvrer des créances, tout ça, ce sont des processus qui sont inconnus de l'entreprise. Commercialiser, répondre aux appels d'offres, avoir une démarche marketing, tout ça sont des mots qui n'ont jamais existé dans le vocabulaire afpaïen et que l'on a découvert progressivement ces dernières années, mais avec la pratique des débutants, vous vous en doutez bien. À la fin de 2013, la situation est la suivante. Donc, nous avions un budget à 784 millions. Nous ne serons pas au budget. Nous l'avions identifié relativement rapidement. Il va nous manquer un peu plus de 30 millions. On va être aux alentours de 755 millions. Donc, c'est tout à fait conforme avec les prévisions de la Cour. Cela étant, si nous n'avons pas atteint ce chiffre d'affaires, c'est pour un certain nombre de raisons extrêmement précises. C'est que sur des financements étatiques, notamment via des appels d'offres de la directe, il y a eu des retards, donc ça nous a privé d'un certain nombre de recettes. Sur d'autres programmes qui étaient prévus, qui étaient budgétés, ces programmes n'ont pas eu lieu. Donc, nous avons effectivement pâti et nous avons identifié en tout début d'année, vers le mois de février-mars, mars-avril, que l'année risquait d'être complexe et donc nous l'avions assez rapidement fait remonter, cette information. Donc, in fine, nous sommes à la situation dans laquelle nous sommes. Nous n'avons paradoxalement pas besoin de financement complémentaire par rapport au plan de financement qui a été identifié avec les banques et avec l'État, étant donné que dans le plan de refondation, il y a un volume d'investissement assez important. Donc ce qui nous manque en chiffre d'affaires, il nous en manque un petit peu moins en excédent bout d'exploitation parce qu'on a fait des économies. Et pour le reste, on a réduit notre volume d'investissement en 2013, ce qui veut dire qu'en termes de sortie de cash, on a pu garder des trésoreries positives. Donc pendant toute l'année, nous avons une trésorerie excédentaire et qui a été au-dessus des prévisions faites par le cabinet Mazars qui nous audite au nom du CIRI. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucune tension de va-t-on payer les salaires à la fin du mois. Donc nous avons vécu quand même cette année-là de manière plus confortable grâce aux dotations que nous avons reçues et à la gestion prudente que nous avons déployée. Néanmoins, l'année n'est pas satisfaisante. C'était une année de restructuration très forte qui a été consacrée à effectivement restructurer l'entreprise. Donc on a dit déployer les processus adaptés, réduire nos effectifs. Nous avons en année 2013 fait moins 360 ETP, donc équivalent de temps plein.
ce qui est significatif. Nous avons baissé notre point mort en termes de frais de fonctionnement et effectifs de près de 30 millions, ce qui là aussi est relativement significatif, le tout sans plan social et le tout en gardant un haut niveau de dialogue social. Nos élections des syndicats ont eu lieu au mois de décembre et 85% de taux de participation, donc très grande participation. Et ce sont les 2 syndicats qui avaient signé le plan de refondation qui sont sortis renforcés des élections. Ce qui montre bien que la voie du dialogue social qui a été développée par le président Barrou et a été bien reçue par l'ensemble des partenaires sociaux et que donc nous sommes dans une situation de ce point de vue-là extrêmement constructive. La perspective 2014, nous avons fait notre budget. Ce budget a été fait à une époque où nous n'avions pas encore de certitude sur le plan 100 000. Alors, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait de ce sujet-là. C'est une formation prioritaire en faveur de l'emploi qui devait être un plan 70 000, mais finalement va être un plan 100 000. Ce qui veut dire que notre budget, nous l'estimions un peu prudentiel. Donc il a été audité par le cabinet Mazars, qui a validé l'ensemble des hypothèses. Et donc, ce budget 2014 prévoit un retour à un excédent brut d'exploitation légèrement positif. Donc, nous devrions être à plus 2 ou 3 millions, alors que cette année, nous allons être à moins 35 en termes d'excédent brut d'exploitation, ce qui veut dire qu'on est en train vraiment d'aller dans le bon sens. Et le cabinet Mazars a noté une inflexion au mois de juillet. C'est-à-dire que les 6 premiers mois ont été continuellement, une baisse continue, étant donné que 2012 a été une année relativement catastrophique d'un point de vue de la mobilisation et de la production. Donc les 6 premiers mois ont été difficiles, mais depuis le mois de juillet, nos stagiaires ont regagné les centres de formation, nous sommes en ordre de bataille, notre organisation fonctionne, nous arrivons à sourcer les stagiaires, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'AFPA, c'est un métier très difficile, parce que nous devons avoir des financements, ce qui veut dire des appels d'offres, émis par les régions, par Pôle emploi. Donc il faut être compétitif. Et ensuite, une fois que nous avons ces financements, il faut trouver les stagiaires. Donc il y a toute une organisation pour dire aux stagiaires, il faut venir à l'AFPA. Donc nous sommes réorganisés différemment, nous avons fait les efforts qu'il fallait, les investissements qu'il fallait. Le site afpa.fr, c'était 1,2 million de visiteurs au mois de mars. Aujourd'hui, c'est 3,5 millions de visiteurs par mois. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de sourcing, comme on dit chez nous, on a quand même bien progressé. Donc, le budget 2014 sera un budget, après une année de restructuration, un budget de progressif retour à des fondamentaux et à un certain équilibre financier. Nous avons également déployé notre nouvelle offre pédagogique. Nous avons travaillé pendant 1 an sur la nouvelle offre pédagogique, donc une offre plus modulaire. Alors la modularisation n'est pas une fin en soi, mais la modularisation permet de découper la formation et de pouvoir raisonner sur ce qu'on appelle des champs de métier, c'est-à-dire d'avoir des modules communs à plusieurs formations, ce qui permet de répondre à une des critiques fondées d'ailleurs de la Cour, qui est de dire qu'il y a un formateur par formation, ce qui la rigidifie. Dès lors qu'on est sur un champ de métier, on peut, grâce à la modularisation, pouvoir dire qu'il y a un formateur plaquiste qui va faire un module avec les plombiers, avec les carreleurs et avec les peintres. Avec ça, on peut arriver à mieux gérer nos effectifs, donc avoir moins recours aux effectifs et surtout offrir plus de souplesse. Donc cette offre-là, ce travail-là a été fait en 2013 et il sera présenté officiellement au mois de mars, le 18 mars. La date est déjà prévue, 2014. Nous avons 3 autres sujets stratégiques. Le premier, c'est sur... alors, il ne s'agit pas bien entendu de contester la régionalisation. Nous estimons que c'est au plus près du terrain qu'on peut voir les meilleures choses. Mais cela laisse un angle mort sur ce qu'on appelle les formations à rayonnement national. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de formations dont on voit bien qu'elles nécessitent de lourds investissements pour accompagner le développement des énergies marines renouvelables ou la fibre optique ou que sais-je, où il est nécessaire d'avoir des dispositifs qui ne soient pas uniquement à visée régionale. Donc c'est en ce sens que, et c'est pareil pour des gros centres de BTP, où on en a un Limousin, ce n'est pas fait pour la région Limousin, c'est fait pour la France. Donc si vous avez envie de vous former dans l'aéronautique, intuitivement vous sentez qu'il va falloir se déplacer à Toulouse pour faire votre formation. Donc il y a un certain nombre de formations dont on estime qu'aujourd'hui elles sont en train de mourir à cause d'une insuffisance de commandes publiques de la part des régions principalement, qui sont bien entendu conscients de ces problématiques-là, mais doivent arbitrer entre différentes priorités. Donc
nous avons là un vrai sujet sur lequel nous essayons de sensibiliser le législateur et toutes les personnes que nous pouvons sur le fait qu'il faut vraiment identifier les moyens de financer ces offres à finalité nationale, ce qui ne remet pas du tout en cause la régionalisation. J'étais récemment à Cherbourg la semaine dernière pour inaugurer notre centre national énergie EMR, énergie marine renouvelable, avec la région, avec le président du conseil régional, avec le préfet de région. Et on voit bien la combinaison vertueuse qui peut se produire en travers ces deux dimensions. La deuxième problématique, c'est que l'AFPA est structurellement sur un marché des demandeurs d'emploi, qui est un marché où il va y avoir désormais un seul acheteur. C'est les régions, avec potentiellement un transfert des crédits de Pôle emploi vers les régions. Et donc nous avons dans chaque région un acheteur et 58 000 organismes de formation. Donc vous comprenez que la situation concurrentielle qui est la nôtre n'est pas favorable du tout. Et un organisme comme l'AFPA, dans une course au prix et dans une low-costisation des formations, a perdu. Donc pour nous, notre enjeu, c'est d'arriver à segmenter le marché de manière à expliquer à nos financeurs que nous ne vendons pas de la formation, mais nous, ce que nous proposons, c'est un retour à l'emploi. Donc avec un accompagnement, avec de l'hébergement, avec de la restauration et avec une qualification. Tout ça qui permet le retour à l'emploi de manière plus certaine. C'est ce que dit la Cour dans son rapport. Les personnes qui sont passées par l'AFPA ont 68% de chances d'avoir un emploi 6 mois après, alors que le demandeur d'emploi de base, c'est 54%. Donc, on est là au nœud du problème, parce que, comme le dit souvent mon président Yves Barrou, autant une compagnie aérienne low cost vous mène de la destination A à la destination B, mais une formation low cost qui ne vous qualifie pas et qui ne nous apprend rien vous mène nulle part. Donc le low cost n'a pas lieu d'être dans le monde dans lequel nous sommes, de la formation. Donc nous plaidons pour ça et nous essayons d'avoir une démarche qualitative, sachant que les conseils régionaux de plus en plus se refusent de payer tout ce qui est autour de la formation. C'est-à-dire qu'on a 2-3 conseils régionaux qui maintenant ne veulent plus payer l'hébergement ou la restauration des stagiaires, soit financent les stagiaires directement, soit disent non, c'est pas utile. Et donc ce qui veut dire que c'est pour nous, l'AFPA, un vrai défi. Enfin, notre dernier sujet stratégique, c'est notre immobilier. Comme on l'a dit, nous avons... alors les BEA ont deux finalités. Les bons emphytéotiques administratifs dont a parlé la présidente, ont deux finalités. La première, c'est d'offrir des garanties pour mobiliser du crédit moyen terme, c'est-à-dire pour investir. La deuxième, c'est que ça nous ouvre les portes d'une autonomie de gestion et donc la possibilité de nouer des partenariats. On a cité Adoma, mais on peut citer les offices publics HLM, le Crous ou que sais-je, de manière à confier de manière partenariale à des gens qui ne sont pas détenus par des fonds de pension américains, vous voyez, comme l'AFPA, et qui ont à peu près les mêmes finalités d'utilité sociale, de se dire on va essayer de mettre en commun un certain nombre de moyens et de pouvoir dire tiens, on va prendre l'AFPA va faire un contrat avec Adoma, on va leur céder des droits réels sur une partie de notre BEA, ils vont construire, il y aura du public Adoma, il y aura du public AFPA, ça permet une meilleure mutualisation des moyens, une meilleure économie des deniers publics au niveau national, et ça permet surtout à l'AFPA de rénover son hébergement, alors qu'aujourd'hui l'AFPA n'est pas en capacité financière de vraiment rénover les 134 sites où il y a de l'hébergement. Donc c'est un parc assez considérable. Malheureusement, la problématique des BEA est extrêmement complexe et que, pour vous donner la dernière actualité, nous avions nos 2 premiers BEA signés. Les BEA, alors il y a un certain nombre de clauses qu'il faut négocier parce que nous pensons que nous, l'AFPA, nous avons souhaité ne pas porter un certain nombre de travaux, l'accessibilité handicapée, parce que, non pas que nous contestons le bien fondé de cette mesure, mais c'est des sommes considérables et nous ne sommes pas en capacité de pouvoir les financer. Et donc, une négociation a eu lieu, on avait trouvé un point d'équilibre, mais comme la signature des BEA se fait au niveau départemental, au niveau déconcentré, on a un BEA qui est arrivé au bout, qui a été signé, un autre qui n'a pas pu être signé parce que le directeur départemental des finances publiques estimait qu'il fallait faire un certain nombre de modifications. Donc nous sommes en train de réfléchir, sous l'égide de la DGEFP, qui nous a convié à une réunion récemment, pour essayer de trouver des processus qui soient plus carrossables, si vous me passez l'expression, sachant que nous espérons que dans la loi, il y a une disposition qui, pour nous, serait particulièrement intéressante, qui ne coûte rien à personne. Ce serait le déclassement. Si des biens étaient passés en BEA à l'AFPA, que ces biens rentrent dans le domaine privé de l'État et non plus le domaine public. Pour des raisons un peu techniques, mais aujourd'hui, si on apporte en garantie aux banquiers des BEA en domaine public, on est obligé d'investir sur le site en question.
alors que si c'est un BE en domaine privé, nous pouvons investir sur l'ensemble des sites AFPA. Donc en termes d'efficience de nos investissements, pour nous, ce déclassement-là serait extrêmement fondamental. Voilà, Madame la Présidente. Très bien, merci. Monsieur Strassel, si vous voulez bien prendre la suite. Merci Madame la Présidente. Alors, pour ce qui concerne la position de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle que je représente ici, quelques points relativement brefs. Tout d'abord, je voulais marquer l'accord sur l'ensemble du diagnostic porté par la Cour des comptes, dans la mesure où, comme l'AFPA l'a indiqué tout à l'heure, la procédure contradictoire a été riche et ouverte et où la DGEFP a pu faire valoir un certain nombre de ces arguments. Donc le rapport qui résulte de cette procédure recueille de notre côté un plein accord à la fois sur le diagnostic et puis sur la plupart des pistes et des orientations qui sont suggérées. Quelques éléments peut-être pour situer la position de l'État par rapport à l'AFPA aujourd'hui. Vous savez que l'AFPA a été pendant longtemps un opérateur de l'État, que c'est un opérateur historique, puisque l'AFPA a été créée en 1949, mais que les évolutions réglementaires et législatives ont fait que la position de l'État par rapport à l'AFPA a considérablement varié et évolué au cours des dernières années. Alors 3 points peut-être, quelques points de rappel de contexte sur les grandes évolutions qui sont intervenues, qui ont effectivement, comme cela a été rappelé, quelque peu déstabilisé l'AFPA. Un deuxième point sur ce que l'État aujourd'hui attend de l'AFPA et en quoi l'AFPA, qui est l'un des acteurs du service public de l'emploi, participe à la mise en œuvre de la politique de l'emploi du gouvernement. Et puis, troisième point, sur ce que l'État fait aujourd'hui pour soutenir le plan de refondation de l'AFPA. Alors, les éléments de contexte qui sont très connus, je vais aller très vite. L'élément de contexte principal, c'est bien entendu la régionalisation de la formation professionnelle qui a mis en difficulté l'AFPA dans la mesure où l'AFPA était un opérateur lié historiquement à l'État et que, du coup, s'aligner sur un nouveau commanditaire n'a pas été facile pour l'association. L'une des conséquences de cette évolution, ça a été le passage d'un régime de financement fondé sur des subventions publiques à un régime de marché qui a nécessité une transformation des procédures de l'AFPA et puis aussi de son offre et de l'adaptation de cette offre au marché. Cette adaptation est en cours, comme cela a été expliqué à la fois par la Cour et par M. Estampe. Du chemin reste à parcourir, mais un certain nombre d'évolutions positives sont d'ores et déjà intervenues. Par ailleurs, l'AFPA a perdu au cours des dernières années un certain nombre des compétences qu'elle avait historiquement exercées. Je pense en particulier à l'action en matière d'orientation des demandeurs d'emploi, puisque les personnes qui exerçaient cette fonction à l'AFPA, les psychologues de l'AFPA, ont été versés dans le personnel de Pôle emploi, l'AFPA ayant perdu cette compétence en matière d'orientation. Par ailleurs, un certain nombre d'évolutions de la politique des partenaires ou des commanditaires de l'AFPA est intervenu. Je pense en particulier à la formation des travailleurs handicapés où l'AFPA a enregistré une baisse significative de son chiffre d'affaires liée à une diminution de la commande en matière de formation des travailleurs handicapés. Et puis enfin, il y a un élément plus qualitatif qui est le fait que le passage à une logique de marché public s'est accompagné d'une assez grande diversité des procédures et puis également des exigences des différentes régions dans le régime de la commande publique. Ce qui fait que l'AFPA n'a pas pu mettre en œuvre une stratégie unique sur l'ensemble du territoire, alors même que l'AFPA demeure un organisme assez centralisé, mais doit s'adapter à des commandes régionales assez différentes les unes des autres. Et ça, c'est un élément, je pense, de difficulté dans l'adaptation de l'AFPA à ce nouveau contexte. Alors, le contexte étant brossé, quelles sont les attentes aujourd'hui de l'État vis-à-vis de cet opérateur qui est l'AFPA ? Bien, pour essayer de cerner ce que peut attendre l'AFPA de l'État de l'AFPA, il faut voir ce que sont aujourd'hui, à notre sens, les atouts de cet organisme de formation.
Il y a un atout historique qui est la compétence de l'AFPA en matière de titres professionnels. Ça a été rappelé tout à l'heure, ça reste un élément très important de l'offre de l'AFPA et on peut noter par exemple que 3,5 millions de salariés en 2011 sont passés à l'AFPA au titre d'un titre professionnel. Deuxième élément positif dans les compétences et l'offre de services de l'AFPA aujourd'hui, c'est une expertise reconnue en matière de formation industrielle. Troisième atout, c'est un savoir-faire lui aussi reconnu et qui a été évoqué à plusieurs reprises lors de cette audition en matière de formation des populations les plus éloignées de l'emploi, en particulier des demandeurs d'emploi, quel que soit leur statut. Et puis, dernier atout, c'est le maillage territorial de l'AFPA, qui est dense, qui est diversifié, qui est une charge en termes de fonctionnement, mais qui est aussi, vu du côté des demandeurs d'emploi, un élément très important, puisque cela permet aux demandeurs d'emploi d'accéder à une formation sans rencontrer trop de difficultés de mobilité géographique, dont on sait qu'elles sont souvent des obstacles à la formation des salariés et des demandeurs d'emploi. Alors dans ce contexte, la politique de l'État vis-à-vis de l'AFPA, au fond, elle repose sur deux grands piliers. Il y a un premier pilier qui est celui de la politique du titre, dont l'AFPA est un acteur essentiel et qui justifie le versement d'une subvention de l'État à l'AFPA au titre d'un programme d'action de service public, le PASP, pour 75 millions d'euros par an. Cette politique du titre, elle a été un petit peu décrite tout à l'heure, mais enfin je souligne que les titres professionnels correspondent à une réalité qui permet à des personnes, sur la base de la reconnaissance du geste professionnel et pas tellement de connaissances théoriques, sur la base d'une expérience concrète, de voir reconnu leur savoir-faire. Et je disais tout à l'heure, 3 millions de personnes par an, avec, pour celles qui passent par l'AFPA, un taux de réussite de 80%, ce qui est tout à fait positif. Donc pour l'État, la politique du titre reste une compétence importante qui justifie le fait que l'AFPA en soit un acteur central. Deuxième élément important, plus important encore quantitativement que la politique du titre, c'est la formation des demandeurs d'emploi. La formation des demandeurs d'emploi, c'est un atout de l'AFPA. Pour l'État, ça donne l'assurance d'avoir un opérateur qui est prêt à former les demandeurs d'emploi lorsque cela est nécessaire, lorsque, par exemple, comme cela a été évoqué tout à l'heure, l'État décide d'encourager la formation de demandeurs d'emploi, comme ça a été le cas en 2013 avec l'opération formation prioritaire de 30 000 demandeurs d'emploi, et comme cela sera le cas en 2014 avec l'opération formation prioritaire de 100 000 demandeurs d'emploi. L'AFPA n'obtient évidemment pas la totalité de ces formations, on l'a dit, la part de marché est de l'ordre de 20%, mais elle reste néanmoins un acteur essentiel de ces formations sur lequel l'État peut compter pour suivre des impulsions comme celles qui ont été données au cours de l'année dernière et qui sera poursuivie cette année. Alors, troisième et dernier point, quelle est l'action de l'État auprès de l'AFPA pour soutenir le plan de redressement de l'association? Il y a deux grands volets, il y a un volet financier, puis un volet immobilier. Le volet financier, c'est une participation en fonds propres auprès de l'AFPA à hauteur de 200 millions qui s'échelonneront entre 2013 et 2015, 120 millions ayant déjà été versés. Évidemment, cette participation de l'État s'accompagne d'un suivi particulier, un suivi étroit par les différentes administrations de l'État concernées, c'est-à-dire non seulement la DGEFP, mais aussi le CIRI, la direction du budget, de la façon dont le plan de refondation de l'AFPA est respecté par l'organisme, et en particulier de la façon dont l'évolution du chiffre d'affaires respecte l'épure qui a été définie. Puis de l'autre côté, de la façon dont les dépenses elles-mêmes se réduisent au rythme qui a été prévu. Alors, ce que l'on constate pour 2013, comme ça a été souligné, c'est que les dépenses se sont réduites
à peu près comme ça avait été prévu, même un tout petit peu plus. Qu'en revanche, le chiffre d'affaires, ça a été indiqué tout à l'heure, lui est un petit peu inférieur à ce qui avait été prévu, de l'ordre de 35 millions d'euros. Il est très clair que pour 2014, les hypothèses de chiffre d'affaires qui seront retenues, en tous les cas telles que les conçoit l'État, devront être en ligne avec ce qui est faisable, et que ce qui est attendu, c'est qu'en 2014, l'AFPA soit sur les objectifs de chiffre d'affaires qui seront définis. Alors, deuxième volet, c'est le volet immobilier. Donc, l'État soutient la démarche de baux emphytéotiques administratifs, qui connaît un démarrage difficile, mais qui connaîtra au cours de l'année 2014 un développement, puisque une douzaine de baux emphytéotiques doivent être signés cette année. La DGEFP, comme l'a indiqué M. Estampe, jouant un rôle d'intermédiation, de manière à ce que les contacts se fassent de la meilleure façon possible entre France Domaine et l'AFPA. Voilà les observations que nous avions à faire, Madame la Présidente, sur le rapport de la Cour. Très bien, merci Madame, Messieurs pour cette présentation. Je vais donner la parole à nos rapporteurs dans un premier temps, peut-être Monsieur Jeannereau. Ensuite, j'ouvre tout de suite à l'ensemble des sénateurs, où je laisserai peut-être répondre nos invités, et puis j'ouvrirai la discussion après. Monsieur Jeannereau. Bien, merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier d'abord Madame la Présidente de la 5e Chambre pour sa présentation très synthétique et finalement très complète de la situation de l'AFPA aujourd'hui. Vous avez rappelé en particulier comment est né le plan de refondation à la suite d'une perte financière observée à l'AFPA de 90 millions d'euros. Et il faut rappeler que ces 90 millions représentaient 10% du chiffre d'affaires. Et quand on examine aujourd'hui le point d'arrivée du plan de refondation tel que l'a décrit le directeur général, on observe aujourd'hui que, puisque je ne reprends pas les trois familles de mesures que vous avez rappelées qui constituent ce plan de refondation, on observe aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, qu'effectivement, il manque au chiffre d'affaires escompté 30 millions d'euros. Et vous nous dites, et ça c'est une perspective qui nous rassure, que sur 2014, vous envisagez un excédent d'exploitation de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros. Alors, comment est-ce comptez-vous arriver à cet objectif? Et en particulier, effectivement, pour y parvenir, il faudra sans doute, vous en conviendrez avec moi, que le rendez-vous avec le chiffre d'affaires envisagé soit effectif. Et je voudrais savoir, sur ces 30 millions d'euros qui sont aujourd'hui observés en déficit, est-ce qu'ils résultent de difficultés de recrutement des stagiaires, c'est-à-dire est-ce que les stagiaires n'ont pas été au recrutement des formations, en particulier les 30 000, le plan 30 000, ou ces difficultés relèvent-elles du fait que vous n'ayez pas obtenu les commandes de la part de financeurs, les commandes attendues? Parce qu'effectivement, selon l'une ou l'autre de ces hypothèses, ça impliquera, vous en conviendrez avec moi, un plan d'action différent. Je voudrais, deuxième question, vous interroger, vous l'avez bien décrit, Monsieur le Directeur Général, sur la question difficile, je crois que nous en convenons tous ici. D'ailleurs, il y a un représentant de la région Limousin, parce que la région Limousin est assez emblématique de ce que vous avez exposé. Il y a des formations à caractère national qui s'adressent à l'ensemble des demandeurs d'emploi sur le territoire, mais il se trouve, et vous l'avez rappelé, que les acheteurs aujourd'hui sont les régions. Comment vous allez faire en sorte que la région Bourgogne, dont le président est à mes côtés, achète une formation de travaux publics à Égletons en Limousin? Comment les choses concrètement se passent-elles? Parce que on est tous d'accord sur le fait, au fond, ici, que les formations du Limousin sont d'intérêt national, mais comment concrètement cela se réalise-t-il? Et on voit bien que c'est dans les modalités que les choses échouent. Et puis, troisième question, je voudrais revenir sur la question du patrimoine. Parce que, vous savez, dans le projet de loi que nous allons bientôt examiner ici,
au Parlement et qui va être présenté demain au Conseil des ministres. Il est question de pouvoir céder aux régions du patrimoine immobilier de l'État, puisque cette possibilité est ouverte, par rapport au patrimoine mis actuellement à disposition de l'AFPA, et cette procédure, si j'ai bien compris, doit être pouvoir autorisée par la prochaine loi, donc sur la formation professionnelle. Est-ce que, à votre point de vue, cette mesure répond-elle aux difficultés que vous rencontrez autour du patrimoine? Comment se complète-t-elle avec ce que vous expliquez sur les BEA? Est-ce qu'on ne risque pas, au bout du compte, une AFPA à deux vitesses? Parce qu'on voit bien que cette question du patrimoine, elle est lancinante et elle est prégnante. Est-ce qu'on ne risque pas une AFPA à deux vitesses? Et puis, pourquoi pas une forme de démantèlement de l'AFPA? Parce que le patrimoine est un élément, me semble-t-il, d'unité aussi de l'organisation nationale. Et puis, je voudrais aussi interroger un peu plus la DGEFP sur une question qui me paraît, j'ai bien écouté ce qu'a dit le représentant de la DGEFP sur le positionnement de l'AFPA par rapport à l'État. Il y a une question qui me paraît, à moi, pas complètement clarifiée, c'est ce que vous entendez aujourd'hui quand vous définissez l'AFPA comme une composante du service public de l'emploi, alors que Madame la Présidente de la 5e Chambre a bien souligné que l'AFPA était aujourd'hui un organisme de formation banalisé. Alors certes, il y a la politique du titre, mais est-ce vraiment suffisant pour continuer à affirmer que l'AFPA est de fait une composante du service public? Je crois qu'effectivement, il y a une attente de clarification de ce que souhaite le gouvernement en direction de l'AFPA. Bon, j'aurais d'autres questions, mais je voudrais laisser mes collègues pouvoir s'exprimer avant peut-être de pouvoir revenir à tel ou tel autre aspect. Monsieur Patria, vous voulez compléter en tant que rapporteur? Oui, un ou deux mots d'abord sur le constat P. Peut-être les effets du cumul font que, entre le rapporteur ici et le président de région, pas confondre les gens, mais c'est une expérience. D'abord, moi, je suis un peu surpris qu'on soit surpris, parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, il était prévisible le jour où on a mis la situation, l'AFPA dans la situation où elle est devenue. On savait très bien que l'AFPA n'est pas un organisme de formation ordinaire, d'une part, de par ses implantations, de par son patrimoine, mais aussi de par la qualité et la nature de ses formations. La présidente. C'est vrai que quand on demande au site AFPA que j'ai pu visiter, en région Bourgogne ou ailleurs, d'accueillir par exemple des stagiaires chez eux, des stagiaires qui peuvent venir, ils vont plus souvent, chers collègues, dans le Limousin qu'ils viennent chez moi, mais d'accueillir les stagiaires qui viennent d'autres régions, de donner une qualité de formation qui était reconnue, et en même temps de les mettre dans la situation de marché, c'était évidemment les mettre en situation concurrentielle difficile. On ne vend pas les mêmes formations, donc c'est la différence. Alors, donc le constat au bout, de dire, nous perdons des parts de marché, et les régions en face, c'est vrai, malgré ce qu'on a pu dire ou écrire, ont bien compris qu'avec des partenaires ou des opérateurs comme l'AFPA, il y avait une différence dans la qualité de l'offre. Cette différence, elle a un coût, elle a un prix, et qu'elle n'était pas reconnue par la plupart des gens qui étaient clients, parce qu'ils se sont dit, après tout, on fait des formations, les marchés publics, vous le savez très bien, les marchés publics ont fait que, pour une formation dite égalitaire, la notion de mieux-disant, ce sont les régions elles-mêmes qui l'ont fait apparaître, en disant, lorsque nous allons passer le marché, nous savons très bien que l'AFPA est mieux-disante dans bien des domaines, que par là même, de par la qualité des installations, la qualité de l'accueil, la qualité des formateurs, l'orientation qui était avec à côté, était de nature. Donc, j'allais dire, on ne peut pas être surpris du constat, et je trouve, je le dis, je suis directeur de la DGEFP, il y a une forme de cynisme, non pas dans vos propos, mais dans l'attitude globale de l'État, de dire aujourd'hui,
On les a un peu laissés en pleine nature, mais maintenant on s'aperçoit quand même qu'ils ont des vraies qualités. Des vraies qualités, regardez ce qu'ils font, c'est assez exceptionnel, la politique du titre, la qualité des formations qui sont dispensées, le niveau, bon, voilà. Donc, ce constat, il était prévisible. Aujourd'hui, que l'AFPA ait à se remettre en question comme elle l'a fait, il y a eu 2 chemins de parcouru. Remise en question sur le plan du nombre de personnel, de la réorganisation, de la recentration des sites, vous l'avez fait. On a encore de la démarche à faire. Ce que je voudrais dire là en tant que président de région, c'est que nous sommes prêts à accompagner cette démarche, mais nous ne sommes pas prêts à prendre des charges en rue. Transférer aux régions l'ensemble du patrimoine de l'AFPA, c'est inconcevable compte tenu du coût, surtout qu'on nous demande aujourd'hui, Madame la Présidente, de faire des économies de fonctionnement. Je vous rappelle que tout ce qui concerne les lycées, comme les centres de formation, ça appartient au fonctionnement des régions et non pas à l'investissement. Donc, ça veut dire que dans notre marge brute future, regardez à la loupe, nous devons faire attention. Donc, la formule des baux telle qu'elle a été amphithéotique administratif est une formule qui a permis de résoudre pour partie 6 régions, mais nous entendons bien avec les régions y participer avec vous. Ça veut dire qu'il y a, je le dis ici, 2 efforts à faire et je crois qu'ils sont en train de se mettre en place. Le premier, c'est la prise en compte et la réorganisation de l'AFPA autour de ces missions qu'elle doit concentrer en étant sûre qu'elle peut, effectivement, personne ne le fait comme eux, des missions d'intérêt national. Chaque région, d'intérêt national, elles le font, mais que dans le même temps, les régions sont conscientes, j'allais dire, de la qualité de l'opérateur qu'elles ont en face d'elles. Je crois qu'elles en tiennent compte dans leur marché. Je ne sais pas quel est le niveau de dialogue que vous avez avec les régions. Je ne parle pas de la région Bourgogne-Berre-Valentine, mais globalement, moi, je voudrais vous interroger sur aujourd'hui, quelle est la qualité du dialogue, quel est le niveau de dialogue que vous avez avec les régions. Est-il aujourd'hui, non pas seulement dans la compréhension, mais dans la complémentarité, pour arriver à... Parce que moi, je verrais très mal, dans la région que je préside momentanément, disparaître un outil tel que l'AFPA, qui reste aujourd'hui un outil d'élite, sur lequel nous comptons, avec lequel nous avons confiance pour pouvoir poursuivre les missions dans le cadre maintenant des services publics de la formation professionnelle qui sont pour partie régionalisés. Voilà, Madame la Présidente, les quelques remarques plutôt que les questions que je voulais poser. Merci. Peut-être quelques réponses à ces premières questions et remarques. Absolument, Madame la Présidente, merci. Sur les 30 millions d'abord, pour prendre dans l'ordre, qui nous manquent, on a une vision extrêmement claire des postes qui ont souffert. Il nous manque 10 millions sur une ligne État qui est liée à des missions sur les mutations économiques que nous faisons auprès des directs, donc les services déconcentrés du ministère de l'Emploi. Nous avions l'année précédente une subvention et en 2013 nous sommes passés sous appel d'offres. Et donc le temps que l'administration se mette en place, les appels d'offres ne sont pas sortis immédiatement. Et donc il y a certains appels d'offres qui sont sortis au mois de novembre de l'année. Ce qui veut dire que, indépendamment, même si nous avions eu 100% des lots, ce qui n'a pas été le cas, mais bon, c'est pour ça que c'est prévu comme ça, mais nous n'avons pas pu produire. Donc même avec un taux de réussite important dans les appels d'offres, dès lors qu'on vous adjuge le lot, vous l'attribue au mois de novembre, vous voyez bien que vous allez produire sur un mois et non pas sur 12. Ce qui fait qu'à la sortie, il nous manque 10 millions, rien que par ce trou de système. Le deuxième trou de système vient du FPSPP et des POEC, sur lesquels il nous manque 15 millions. Alors, les POEC, c'est les périodes... préparatoires à l'emploi, préparation opérationnelle à l'emploi, ça y est. Je pense dire des POEC, voilà. Préparation opérationnelle à l'emploi. Les POE, c'est ça. Où, à un moment donné, le FPPS changeait les règles de cofinancement avec les OPCA. Et donc, du jour au lendemain, les OPCA ont arrêté de nous financer les POE. C'est un trou de système. Et elles ont été rétablies, ces règles de cofinancement, en fin d'année, dans le cadre du plan 30 000, ce qui veut dire que là, on a recommencé à avoir des PEE, mais pendant 8 mois, on n'en a pas eu, parce que les règles de cofinancement ont changé. Et donc, on dit, bon, ben voilà, maintenant, on ne peut plus les financer. Et le dernier point, c'est que Pôle emploi nous a commandé un peu moins de formation, de l'ordre de 5 millions. À l'inverse, nous avons une compensation entre le développement entreprise, où nous avions des objectifs ambitieux, mais il nous manque environ 10-12 millions. Et à l'inverse, ça se compense avec les conseils régionaux. Et je vais répondre avec
avec ce chiffre-là, avec le questionnement du président Patria, c'est que par rapport au budget que nous avions, nous sommes au-dessus de l'ordre de 15 millions, sur un budget global d'environ 400. Vous voyez, 400 millions, c'est le budget qu'on fait avec les régions. On est à 15 millions au-dessus de ce qu'on avait prévu, ce qui veut dire que nous avons, avec le président Barrou, rétabli, je pense, un dialogue de qualité avec les régions. Et dans toutes les régions, je crois que le discours que vous avez tenu est audible dans toutes les régions. Tout le monde nous dit, on voit bien ce que vous apportez, et on est heureux de voir qu'il y a une nouvelle gouvernance, une nouvelle orientation, une nouvelle écoute de nos besoins, etc. Et ça, c'est matérialisé dans le courant de l'année, où on a eu des lots complémentaires, on a eu, bref, et finalement, on a pu obtenir les commandes, voire même plus. Donc, pour répondre à votre question, le dialogue avec les régions, aujourd'hui, c'est considérablement renoué, et qualitativement et quantitativement. Ce qui nous met dans une certaine schizophrénie, permettez-moi de vous le dire, parce que, comme l'a rappelé le représentant de la DGFP, nos atouts, c'est le maillage territorial. Et donc, nous sommes partout, sur l'ensemble du territoire. N'importe quel demandeur d'emploi a un centre AFPA à moins d'1 heure de chez lui, où qu'il soit sur le territoire. C'est un atout fondamental. Et donc, pour les régions, nous sommes un élément important de l'aménagement du territoire régional. Sauf que le ministère des Finances, qui n'a peut-être pas exactement le même avis que mon voisin de droite, me dit, mais attendez, mais il faut réduire votre nombre de centres, parce que vous comprenez bien que ça a un coût. Alors oui, effectivement, c'est un coût. Mais de l'autre côté, c'est une demande des régions. Et je perds du chiffre d'affaires si je ne vais pas à tel endroit ou tel autre. Donc on voit bien les limites de l'exercice par rapport à ça, c'est que nous devons, c'est notre métier, c'est en ce sens que nous nous sentons dans le service public de l'emploi, permettez-moi de revenir sur ce thème-là, très fortement. L'AFPA est marqué au fer rouge par cette mission-là, et ce serait une catastrophe qu'elle ne soit plus considérée comme un membre prééminent du service public de l'emploi. Et donc, nous avons cette difficulté aujourd'hui, c'est que nous devons, mais on nous demande aujourd'hui de rentabiliser, et que donc, de facto, ça passe par une optimisation de notre maillage territorial. Donc, vous voyez bien que là, l'équilibre est compliqué à obtenir. Sur la deuxième question du sénateur Jeannerot, sur le financement de l'offre nationale, certaines régions, la région Limousin est un très bon exemple, ont bien compris qu'avoir un centre national sur son territoire impliquait des devoirs, et que donc la commande qui est passée par le président du conseil régional excède largement le besoin de la région Limousin, bien évidemment. En tout état de cause, on voit bien que l'avenir passe par des cofinancements avec peut-être un peu de financement étatique ou du FPSPP via les branches. On voit bien qu'il y a 10 millions qui sont potentiellement prévus pour le FPSPP, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, là-dedans. On voit bien que là-dedans, il faudrait trouver une manière de pouvoir alléger le fardeau des régions qui, comme vous l'avez rappelé, sont dans une contrainte financière assez forte. Ce n'est pas les seuls. Sur la troisième question, sur le patrimoine des régions, ce n'est pas une demande forte de l'AFPA que le patrimoine soit réparti et ventilé auprès de toutes les régions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce patrimoine, il va falloir le réhabiliter. On a parlé de l'obligation handicapée au 1er janvier 2015, même si la date va peut-être être repoussée, mais toutes les obligations liées au Grenelle de l'environnement. Donc, même si il en est fait don aux régions, il y a un coût certain. Certaines régions ont commencé à faire un travail là-dessus. On s'est rendu compte qu'on ne parlait pas de queue de cerise. Donc, ce qui veut dire qu'on est là dans un moment où, entre la volonté et la réalité, il y a peut-être un écart. Certaines régions ne sont pas intéressées, mais certaines régions le sont, parce qu'elles sont en tension sur un certain nombre d'équipements. Et on voit bien qu'il peut y avoir une mutualisation. D'autres régions disent, vous savez, j'ai 4 CFA qui sont vides, les lycées professionnels qui sont vides, je ne cours pas après le patrimoine de l'AFPA. Donc, les situations sont extrêmement contrastées sur l'ensemble du territoire par rapport à ça. Alors, est-ce que ça va participer du démantèlement de l'AFPA ? Est-ce que la régionalisation en tant que telle participe du démantèlement de l'AFPA ? Nous avons, et nous revendiquons le président Barrou, une AFPA nationale, parce que nous pensons qu'il y a des besoins, et l'offre à rayonnement national est un premier exemple. Quand on parle de programme 34 filières d'avenir, l'AFPA a une mission. L'AFPA a une mission là-dedans. Quand j'étais à Cherbourg la semaine dernière, la région est ravie que l'AFPA est un centre national, est ravie de se dire qu'un petit gars de Toulouse, quand il voudra se former sur les EMR, il viendra à Cherbourg. Et donc, la région est prête à investir là-dedans parce qu'elle voit bien l'intérêt et le rayonnement qu'elle peut en obtenir. Et donc, après, est-ce que le centre de Cherbourg va appartenir à la région ou pas ? Est-ce qu'il va appartenir à la ville de Cherbourg, qui sait, ou à la communauté d'agglo ? À la limite, est-ce bien grave ? C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de bien voir ce que fait la région, de voir ce que peut apporter l'AFPA. Et l'AFPA est au milieu de cette offre de proximité et de cette offre à vocation nationale qui s'inscrit dans la vision de notre politique industrielle. Donc,
tout le monde peut le comprendre, et la gestion quadripartite qui est la nôtre, les gens s'entendent bien, les comprennent bien. Donc je pense que il y a une volonté, s'il y a une volonté qui est la nôtre aujourd'hui de préserver cet AFPA national, qui est un atout. J'insiste sur cette affaire-là. Quand on parle on forme des demandeurs d'emploi, mais on travaille aussi avec les entreprises. Quand vous passez un contrat avec un groupe comme La Poste ou Carrefour, qui dit voilà, je vous achète un contrat, on va former, je sais pas moi, des assistants de paye dans 16 régions. Eh bien, nous, notre enjeu, c'est d'arriver à donner dans 16 régions la même formation, la même qualité de formation, le même nombre d'heures, le même parcours. Et donc ça, c'est un atout considérable qui justifie une AFPA nationale. Et nous pensons que pour les présidents de région, cet équilibre-là est bien compris, qu'ils ne cherchent pas forcément à le remettre en question. Voilà, donc par rapport aux questions qui m'étaient posées, et donc j'ai rebouclé avec la première. Le service public, peut-être. Monsieur Strassel, si vous voulez compléter. Bien sûr, Madame la Présidente. Alors, effectivement, concernant le service public de l'emploi, d'abord, c'est une réalité juridique. L'appartenance de l'AFPA au service public de l'emploi résulte de l'article L 5311-2 du Code du travail. Bon. La justification de l'inscription de l'AFPA au sein du service public de l'emploi repose évidemment sur la politique du titre et l'action de l'AFPA en matière de certification et d'ingénierie du titre professionnel. Cela étant, même si l'AFPA est aujourd'hui dans un statut banalisé dans ses actions de formation professionnelle, vu du ministère du Travail et de l'Emploi, ça reste néanmoins un acteur un petit peu particulier, pour des raisons qui ont été rappelées ici, pour son maillage territorial d'abord, pour sa capacité à mener des missions d'intérêt national. Alors, c'est évidemment pas le seul formateur qui est capable de le faire, mais c'est l'un des principaux formateurs qui soit capable de le faire. Et à cet égard, dans l'annexe financière que l'État a conclue avec le FPSPP pour l'année 2014, il y a eu effectivement une ligne d'une dizaine de millions d'euros prévue pour le financement de formations à caractère national, dont l'AFPA ne sera évidemment pas le seul bénéficiaire, mais dont on espère que l'AFPA pourra valablement répondre aux offres qui en résulteront. Et puis enfin, l'AFPA n'est pas un formateur tout à fait comme les autres, dans la mesure où il est l'un des rares qui soit capable d'intégrer des actions de formation avec un hébergement, dont j'ai indiqué tout à l'heure à quel point pour les demandeurs d'emploi c'était un élément important, puisque ça permet de pallier un certain nombre de difficultés en matière de mobilité géographique et d'accessibilité des formations. Alors, je voulais juste répondre à quelques autres points qui ont été évoqués sur la position de l'État par rapport à l'AFPA. J'espère qu'elle n'est pas cynique. En tous les cas, l'État fait la preuve de son engagement auprès de l'AFPA en consentant dans des temps budgétaires particulièrement difficiles un investissement qui est considérable, puisqu'il s'élève, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à 200 millions d'euros sur 3 ans. Donc l'État s'engage pleinement aux côtés de l'AFPA, ce qui manifeste aussi sa confiance dans la capacité de l'AFPA à mener à bien son plan de refondation. Et puis ensuite, pour ce qui est du patrimoine de l'AFPA, de la possibilité d'une dévolution de ce patrimoine aux régions, tel que le prévoit le projet de loi qui sera présenté au Conseil des ministres demain matin, je pense que la solution aux questions immobilières que soulève l'AFPA ne pourra en aucun cas être une solution unique. Je crois que le temps où on pensait qu'un modèle unique pourrait être donné aux problèmes immobiliers de l'AFPA est révolu, et qu'aujourd'hui on s'engage vers du cas par cas. Alors dans un certain nombre de cas, on fera des baux amphithéotiques administratifs, et puis dans un certain nombre d'autres cas, il pourrait y avoir, pour les régions qui sont intéressées, transfert du patrimoine de l'immobilier de l'AFPA, de l'État vers les régions. Mais encore une fois, c'est sans doute un processus qui prendra du temps, mais c'est un processus qui ne pourra se faire qu'au plus proche du territoire et en fonction des besoins qui seront exprimés par les acteurs locaux. Merci, messieurs, pour ces premières réponses. Il est vrai que dans ces questions, la Cour des comptes n'a pas été sollicitée directement. Donc, je vais peut-être ouvrir le débat à mes collègues. J'avais Madame Christiane de Montes inscrite et pour le moment, personne d'autre. Madame de Montes, vous avez la parole.
Merci. Merci, Madame la Présidente de la 5e Chambre de la Cour des comptes pour ce rapport. Moi, j'avais effectivement un certain nombre de questions. Il y en a qui ont déjà été posées par mes collègues. Alors, je vais les enlever. Mais dans le rapport, pour revenir sur le rapport, en tout cas le document que nous avons, et pour vous poser de manière un peu précise des questions, vous dites dans ce rapport, Madame la Présidente, que l'AFPA a sans doute été pénalisée par le départ du près d'1 millier de psychos de l'AFPA dans le processus d'orientation et du coup d'affectation des stagiaires. Pour autant, les psychos, ils sont partis à Pôle emploi, puisque tout ça s'est fait dans le cadre de la loi portant création de Pôle emploi. Donc les psychos, ils existent toujours. Donc comment on explique que les psychos, parce qu'ils ne sont plus à l'AFPA et parce que les formations de l'AFPA sont bien, comment on explique qu'ils n'orientent plus les demandeurs d'emploi vers l'AFPA? Et j'étends ma question. Comment sur les territoires, quels sont les rapports de l'AFPA, des centres AFPA sur les territoires avec les prescripteurs de formation pour les demandeurs d'emploi? Parce qu'il y a un dispositif qu'on peut analyser, ce n'est pas l'enjeu de la réunion de cet après-midi, mais sur les territoires, et en particulier à l'initiative des régions, il y a des dispositifs qui existent, et le sentiment que j'ai, c'est que l'AFPA ne se situe pas forcément, mais sans doute est-ce lié à son histoire, se situe pas forcément de manière cohérente par rapport justement à cette organisation des territoires et par rapport aux prescripteurs, et en particulier les structures de l'information et de l'orientation. Donc j'avais une question là-dessus au directeur de l'AFPA. Une deuxième question, mais qui a été largement abordée par Claude Jeannereau, sur les formations à vocation nationale. On a tous l'exemple d'Égletons avec le grand centre des formations du bâtiment, qu'effectivement la région Limousin, qui en plus, et ça n'a rien de péjoratif, est une petite région, ne peut pas assumer seule. Donc effectivement, dans la discussion avec l'État, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait au niveau national un certain nombre de formations à vocation nationale et donc de centres de formation, vous avez évoqué Cherbourg, monsieur le directeur, dans lesquels l'État, au lieu dans le processus de décentralisation, confier aux régions et en accord avec elles ces formations-là, pourrait reprendre la main sur des formations à vocation nationale. Donc la question s'adresse aussi à monsieur le directeur adjoint de la DGEFP. Troisième question, de nature un peu différente, les organismes de formation, et l'AFPA est un organisme de formation, se situent à la fois dans un processus de formation des demandeurs d'emploi, plutôt avec des financements publics, mais aussi dans un processus de formation des salariés en entreprise, et en particulier dans le cadre des plans de formation dans l'entreprise. Donc, est-ce que l'AFPA a engagé des démarches auprès des entreprises, et en particulier des OPCA, des branches professionnelles, pour être à la fois sur le champ des demandeurs d'emploi, mais aussi sur le champ des salariés? Je le dis parce qu'il me semble, pour suivre un peu ces questions-là, il me semble qu'il y a un vrai intérêt pour les organismes de formation, et en particulier pour l'AFPA, à être à la fois répondeur de formation sur les demandeurs d'emploi, mais aussi sur les salariés. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent évoluer dans ce sens. Et puis, ma dernière question, peut-être en guise de conclusion, c'est vraiment, j'ai été vice-présidente d'une région, qui est la région Rhône-Alpes, au moment justement de la décentralisation et de la décentralisation, de la régionalisation des centres de l'AFPA. Et la question que je me pose, c'est la question effectivement du positionnement de l'AFPA sur le territoire par rapport aux autres organismes de formation. Je pense, c'est dit par le rapport de la Cour des comptes, je pense que l'AFPA, mais c'est facile de le dire après coup, l'AFPA n'a pas forcément bien négocié cette question de cette décentralisation de la formation, et je crois qu'on peut le dire comme ça, y est allé plutôt à reculons, quoi. Et donc du coup,
elle a un peu de retard. Et ça ne remet pas en cause la qualité des formations. Mais justement, du coup, cette qualité des formations, elle passe un peu derrière d'autres choses. Et j'ai un peu l'impression, à un moment, mais les présidents de région, en particulier le président de région qui est là, François Patriat, me démentira s'il le pense. Je pense qu'aujourd'hui, l'offre de formation au niveau régional, elle doit faire partie d'un réseau. Ouais, je veux dire, l'enjeu, c'est moins la concurrence que la complémentarité. Et je trouve, enfin, il me semble, mais vous allez répondre à ma question, que l'AFPA n'a pas bien encore trouvé sa place dans ce positionnement territorial. Voilà, j'aurais d'autres questions, mais je vais m'arrêter là, Madame la Présidente, parce que j'en ai déjà suffisamment posé. Merci, Madame Desmontes. Pas d'autres demandes de parole, donc je vous redonne la parole, messieurs. Vous voulez, Monsieur Stamp? Oui, je veux bien. Je veux bien. Alors, je vais répondre par la dernière question, enfin le dernier point que vous soulevez. La réponse est oui, Madame la sénatrice, de manière évidente. L'AFPA a toujours cru, à un moment donné, peut-être, qu'il y aurait un retour en arrière et effectivement n'a pas abordé les problématiques qui lui étaient posées de la manière la plus efficace. C'est incontestable. Pour prendre le cas de la région Rhône-Alpes, région où nous nous sommes fait laminer à l'occasion de l'appel d'offres, qui est une région école chez nous. Mais je pense qu'on a un appel d'offres cette année et je pense qu'on sera meilleur. Mais ce qui montre bien pourquoi on a des difficultés, c'est que nous avons 12 centres en Rhône-Alpes, mais nous avons aujourd'hui 34 implantations, parce qu'il y a une démarche en Rhône-Alpes qui vient de 27 territoires, une démarche très territorialisée. Et nous, par rapport à ça, on a répondu à un moment donné, écoutez, nous avons une offre en catalogue, nous on fait comme ça depuis 150 ans, donc écoutez, voilà. Hein. Et donc on nous a expliqué que c'était plus comme ça que ça se passait. Donc, mais ça, je dirais, ce n'est pas la régionalisation qui nous a fait mal, c'est la mise en concurrence qui nous a fait mal, vous voyez. Quand avec l'État on est mis en appel d'offres, si on n'est pas bon, on n'a pas le lot non plus. Donc les régions n'ont pas été hostiles, mais à un moment donné, il fallait qu'on écoute précisément le besoin qui était remonté et signifié à l'AFPA, ce qu'on n'a peut-être pas su faire il y a quelques années, mais qu'on essaye de faire aujourd'hui, croyez-moi, pour être effectivement dans les services publics régionaux et de délivrer ce qu'on attend de nous. Sur la distinction entre demandeur d'emploi et actif, nous pensons que cette distinction est totalement artificielle. Un demandeur d'emploi est un actif demain, un actif aujourd'hui est un demandeur d'emploi de demain. Pour vous donner des chiffres, entreprise, parce qu'il y a aussi le CIF aussi, donc il y a pas le marché entreprise, il y a aussi les CSP, ça fait 180 millions de chiffre d'affaires à l'AFPA. Sur 800 millions de budget, pour faire simple, pour avoir les idées claires. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas dérisoire. Ce n'est pas dérisoire, et dans le futur, nous pensons que nous allons développer là-dessus. J'en veux pour preuve, si on regarde l'histoire de l'AFPA, l'AFPA s'est positionnée sur les demandeurs d'emploi au tournant des années 80, mais à l'origine, à l'immédiate après-guerre, elle travaillait pour les entreprises. Donc, ce sujet n'est pas tabou, même si, effectivement, aujourd'hui, notre évolution nous positionne sur les demandeurs d'emploi. Donc, OPCA, PFE, etc., nous avons d'excellentes relations là-dedans et nous travaillons avec ces gens-là. Alors, sur le départ des psychos, effectivement, moi je pense que c'est ça qui a fait le plus de mal. Vous voyez, dans la catégorie, qu'est-ce qui a fait le plus de mal? La mise en concurrence ne vient qu'en deuxième rang dans mon analyse. Le premier rang étant le départ des 1000 psychos, de 900, vers Pôle emploi. Pourquoi? Parce que nous avions là, alors effectivement, comme l'a rappelé le Conseil de la concurrence, c'était peut-être une position un peu excessive, et nous avions une capacité à pouvoir remplir nos stages avec nos psychos qui aiguillaient principalement les gens vers les stages de l'AFPA. C'est ça la réalité. Et donc aujourd'hui, la relation avec Pôle emploi, même si elle est bonne, et il n'y a aucun souci avec Pôle emploi, on se connaît très bien au niveau local, mais c'est très compliqué parce que Pôle emploi, le conseiller de Pôle emploi doit avoir en visibilité immédiate le stage, la programmation de l'AFPA, mais pas que de l'AFPA. Et donc vous voyez que la programmation et l'affectation, la prescription est beaucoup plus complexe. Si on considère en plus qu'il y a plusieurs outils, en région Rhône-Alpes, c'est la région en son outil qui s'appelle Prosper, Pôle emploi son outil qui s'appelle Cerise, il y a Vals, donc chaque fois il faut qu'il y ait des interconnexions, parfois il n'y en a pas, donc on perd l'information, et ce qui veut dire qu'on perd, on a des places, on a des gens qui ne savent pas, Pôle emploi ne sait pas qu'à tel endroit on aurait besoin, on aurait des places de libre. Et donc aujourd'hui on a une inefficience à cause de ces outils informatiques différents et à cause de cette multiplicité d'intervenants. Sur les formations nationales,
Est-ce que l'État doit reprendre la main sur les formations nationales? Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de formations qui doivent être identifiées. Et comme l'a rappelé le président Pontret également, ou vous-même, madame, la région Limousin est une petite région et on ne peut pas lui demander, et c'est pareil pour toutes les régions. Alors, il faut trouver un nombre assez réduit, il faut bien les identifier, il faut bien voir les moyens que l'on donne. Il y a dans la loi de finances pour 2014 un programme qui s'appelle le P412, qui est dans l'esprit du PIA, du plan d'investissement d'avenir, qui permet de financer des projets où justement on s'inscrit dans ces investissements d'avenir. Donc on voit bien la proximité qu'il peut avoir avec la politique industrielle du pays, et dans lequel, si on arrive à constituer un entre organismes de formation, entreprises, collectivités, l'État peut mettre de l'argent sur la table pour pouvoir investir à bon niveau, parce que ce fonds est doté d'environ 150 millions, sauf erreur de ma part aujourd'hui. Monsieur Strassel. Sur la question relative au financement des formations à caractère national, outre ce qui vient d'être mentionné par Monsieur Estampe, mais sur le financement des formations elles-mêmes, je pense que le rôle de l'État doit exister pour ce financement, mais qui doit plus passer par l'incitation aux différents acteurs de niveau national à se coordonner pour financer que de financer lui-même. Et donc, l'exemple que je citais tout à l'heure, qui est celui de l'annexe financière du FPSPP, qui prévoit des financements pour les formations à caractère national, mais aussi la mobilisation dans le cadre du plan 100 000 formations de demandeurs d'emploi de Pôle emploi, sont des actions qui sont à l'initiative ou encouragées par l'État, mais qui ne supposent pas nécessairement un financement direct de la part de l'État. Très bien. Monsieur le rapporteur Claude Jeanneret souhaitait compléter par une dernière question. Oui, j'avais une dernière question. Il y a, je crois, encore aujourd'hui, un rêve enfoui au cœur des syndicalistes de l'AFPA, tous syndicats confondus, c'est de se dire qu'il y a des solutions pour contrer les règles de la concurrence. C'est ce fameux SIEG. Et vous savez que le projet de loi que nous allons bientôt examiner ici prévoit un futur service d'intérêt économique général de la formation pour les personnes qui rencontrent des difficultés particulières d'insertion et qui devrait pouvoir, au niveau régional précisément, être consacré. Comment envisagez-vous la participation ou l'implication de l'AFPA par rapport à ce dispositif? Alors, à l'heure où nous parlons, le SIEG fonctionne pleinement dans 6 régions. Donc nous sommes déjà confrontés à ce service d'intérêt économique général avec l'attribution de mandatement de droit particulier dans le droit fil de la jurisprudence de la CJCE Alkmaar. Ce dispositif a des avantages, c'est-à-dire qu'il permet de réellement de fédérer des opérateurs et de créer un service public régional, de fédérer des partenariats. Donc ça, c'est une de ses vertus. Un de ses principaux défauts est qu'il est d'une complexité sans nom et que pour ce qu'on appelle la juste compensation, c'est-à-dire quels sont les coûts engagés et comment les compenser, c'est très compliqué. Et donc dans 6 régions, nous avons 6 procédures différentes avec des débats sans fin. Chez nous, des armées d'administratifs, dans la collectivité des armées d'administratifs, et forcément des cabinets qui viennent auditer tout ça. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, est-ce que là, on n'est pas en train de tuer une bonne idée, on va dire. Donc c'est un peu ça notre position. Nous espérons et nous aimerions, est-ce que ça prend la forme d'un décret, est-ce que ça prend la forme de... on ne sait pas encore, qu'il y ait une méthodologie, un guide qui puisse de manière univoque et sans difficulté d'interprétation localement, puisse dire très clairement qu'est-ce qu'on prend en charge, à quel niveau on le prend, de manière à réellement simplifier la tâche de tout le monde et pouvoir visualiser les choses de manière la plus sereine possible. Donc nous, la LAFPA, nous n'y sommes pas hostiles. Nous pensons que il y a plusieurs modalités, la DSP, le SIEG, le marché. La plus belle chose du monde, c'est quand vous gagnez un marché public. Vous voyez, ça c'est bien. Vous voyez, vous l'avez gagné, c'est à vous. La pire, c'est quand vous le perdez. Vous voyez, voilà. Donc tout est résumé là-dedans, et que donc nous on préfère quand on travaille, et que ce soit après l'une ou l'autre des modalités de commande publique.
Il faut que toutes les unes les autres, qu'elles soient pacifiées. C'est-à-dire que sur les marchés publics, on ne soit pas avec des prix qui soient tirés trop vers le bas, que les sujets ne soient pas trop complexes. Enfin bref, voilà. Monsieur de Cessart, finalement une question. Oui, Madame la Présidente. Je vous en prie. Écoutant Monsieur le directeur, tout à l'heure, il nous a parlé de trous pour le manque à gagner là, sur l'année, les 30 millions. Vous nous avez parlé d'un trou, je ne me rappelle plus le mot que vous avez employé. Un trou système, voilà. Donc, le temps que je comprenne le nom, c'est pour ça que je formule ma question que maintenant, Madame la Présidente. Hein. Alors, le trou système, j'ai cru comprendre que vous attendiez des commandes et que, comme elles ne venaient pas, il y a un grand trou système. Bon. Et ça veut dire que vous avez gardé tout le personnel pendant la période où vous attendiez le contrat. Donc là, qui est-ce qui est responsable? Vous ou celui qui n'a pas fait à temps la commande, d'après vous? Je vais vous répondre, monsieur le sénateur. Je crois que je connais un peu la réponse avant. La somme importante. Parce que si c'était, je ne sais pas, 10 000 euros, on pourrait dire, bon, ouais, mais là, c'est des sommes quand même considérables. Quoi. Dans le monde de la formation professionnelle, la plupart des opérateurs, c'est 10% de CDI, 90% de CDD. À l'AFPA, c'est 90% de CDI et 10% de CDD. Ce qui veut dire qu'on investit sur nos formateurs, on les forme, on les fait évoluer, on les recrute à un niveau important, et donc c'est une matière première rare et de première qualité. Donc il n'est pas dans l'idée de l'AFPA, dans la politique de l'AFPA, de se comporter, alors je n'ai aucun mépris, hein, mais on n'est pas du tout dans la même finalité. Donc nous prétendons dispenser de la formation de qualité, et donc de facto, eh bien, quand on a des formateurs qui ne sont pas occupés, eh bien c'est tant pis pour nous, c'est un coût. Alors on essaye, par la mobilité interne, de pouvoir les adapter, les faire faire d'autres missions, etc. Mais c'est une difficulté. Et effectivement, pour reprendre votre expression, notre système, c'est exactement ça qui s'est passé, où on nous dit, mais attendez, alors on est en 2012, on dit l'année prochaine, attention, c'est plus la subvention, c'est les appels d'offres, ils vont arriver là, ils arrivent, c'est imminent. Et puis février, on voit, puis mars, non mais là ça arrive, non mais là c'est bloqué, non mais ça va arriver, c'est imminent. C'est extrêmement difficile de pouvoir se projeter par rapport à ça. Et donc effectivement, on a subi le coup, comme on dit dans le sport. Merci monsieur d'avoir répondu ceci, mais la question qui est posée, c'est comment, si vous avez un trou système régulièrement, puisque vous êtes en train de me dire, et vous avez raison, certainement, d'un certain point de vue, que vous allez conserver 90% de CDI, et que vous souhaitez bien les former, les garder longtemps, et que vous êtes, par rapport aux appels d'offres, affaibli, puisque l'appel d'offres peut tomber au mois de janvier, mais peut tomber au mois d'avril, ou il peut tomber au mois de juin. Donc, si vous avez une politique, et vous avez raison, de qualité des formateurs que vous voulez maintenir, comment voulez-vous ne pas avoir de trou système avec les aléas justement des régions, des difficultés financières ou politiques, d'un directeur qui peut changer d'orientation dans une région? Donc là est posée quand même la question de, avec un système que vous voulez de qualité, comment vous pouvez être, et des trous systèmes qui vont arriver, comment vous pouvez être compétitif s'il n'y a pas de la part de l'État ou de la région la prise en compte de ce considérant, de ce paramètre. Je crois que l'explication était intéressante. Écoutez, je n'ai pas d'autres inscrits, pas d'autres demandes. Je vous remercie, messieurs, madame, pour votre présentation et pour la qualité de vos réponses. Je souhaite, avec mes collègues, que l'AFPA puisse continuer à vivre encore longtemps et à faire partie des opérateurs du système, du service public. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Service public de formation du service public de l'emploi. Voilà. Et dans ce prochain texte qui nous arrive prochainement, je pense que nous aurons encore à débattre et de l'AFPA et de la formation professionnelle dans sa globalité. Je vous propose donc, mes chers collègues, que la Commission autorise la publication donc, de l'enquête de la Cour des comptes assortie de nos débats.
de cet après-midi sous la forme d'un rapport d'information déposé par notre collègue Claude Jeannereau, ce qui permettra à ce que ces travaux de la Cour puissent être publics, ce qui est quand même toujours plus intéressant, et pour nous en tant que parlementaires, mais je pense également pour les auteurs de ces travaux, toujours intéressant de pouvoir être publiés. Donc mes chers collègues, je vous propose la publication de ce rapport et de nos débats. Merci, puisqu'il n'y a pas d'opposition, c'est acté. Merci à vous pour cet échange. Voilà pour cette audition consacrée aux conclusions de l'enquête que la Cour des comptes a menée sur la mauvaise gestion de l'AFPA, l'association de formation professionnelle des adultes. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi pour une audition consacrée à l'écotaxe. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Cette maison qui est en face, ce sera la maison des Parisiens. Il y a 13 ans, Bertrand Delanoë mettait fin à des années de règne de la droite à Paris avec un nouveau style et un nouveau mot d'ordre. Anne Hidalgo, sa première adjointe à l'époque, sur la photo hérite-t-elle de son style et avec quel succès? NKM, la challengeuse très proche de Nicolas Sarkozy, va-t-elle réussir à imposer le sien? Atypique en politique et avec quels arguments, au-delà des programmes, l'une et l'autre tentent-elles de conquérir le cœur des Parisiens? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, deux femmes que tout oppose. Déshabillons-les. Samedi à 23h45 sur Public Sénat.